Bonjour à tous. C'est pour moi un grand plaisir de participer dans cette conférence en honneur de Belacem. Je suis désolé de ne pas être avec vous en Tunisie, mais comme le sait bien Belacem, on a déménagé en famille en septembre en Allemagne pour développer les activités d'une nouvelle chaire d'analyse appliquée Humboldt. Et donc, c'est un moment où effectivement le voyage, aussi bien par des raisons de famille que de travail, sont très, très, très compliqués si ce n'est pas que impossible. J'ai beaucoup de raisons d'être content d'être avec vous aujourd'hui. La première, évidemment, c'est que je connais Belhacem depuis longtemps et j'ai une grande estime pour lui. C'est, je dirais, au fait, mon frère arabe. C'est à lui, au fait, que je pose les questions quand je vois que le monde est très compliqué, déjà, bien entendu, en Europe et en Espagne, mais encore plus dans le monde arabe et en Moyen-Orient, c'est à lui que donc, je viens pour qu'il m'explique un peu le, la raison historique et sociale de ce qu'on voit arriver dans un monde qui est un peu contradictoire et d'autant plus de plus en plus complexe. Alors, je ne me souviens pas depuis quand je connais Belhacem, mais je constate qu'on a écrit un papier ensemble avec Gilles Lebeau, Belhacem et moi-même en 2003. Donc, ça date donc de bien au moins 20 ans. Alors, dans ces papiers, on a fait les stabilisations sémilinéaires de l'équation des ondes dans l'espace tout entier. Donc, en R3, vous savez que d'un point de vue énergétique, la puissance critique, c'est 3, mais à l'aide de inégalités de Stricard, on peut démontrer que le problème de Cauchy est bien posé jusqu'à la puissance 5. Alors, nous savons démontrer les stabilisations jusqu'à la puissance P plus petite que 5. Alors, l'intérêt de notre travail, a été d'expliquer comment ces idées de dispersivité, de Stricard, peuvent être intégrées pour stabiliser les équations des ondes sémilinéaires. Et Belhacem, il a fait bien d'autres choses. Il suffit de regarder un peu la liste de ses papiers les plus cités. On voit par exemple en premier son papier avec Patrick Gérard et Gilles Leveau où ils font les stabilisations de l'équation de Schrödinger dans une surface compacte. À nouveau, avec ces idées de combiner les stabilisations et les inégalités dispersives. Le second, c'est celui que je viens de mentionner, qu'on avait écrit en 2003 avec Gilles et Belhacem. Il a travaillé avec Luc Robiano sur le prolongement unique pour le système d'élasticité. Avec Gilles Leveau, pour compléter le travail qu'on avait fait, et en particulier arriver à la puissance critique Stricard, ils ont démontré un résultat fondamental sur la nature de la propriété de contrôle de l'équation des ondes. En fait, c'est un résultat très joli et très naturel, mais très profond et techniquement très complexe. Ils disent, si on décompose l'équation des ondes dans des paquets dyadiques, alors l'opérateur de contrôle, en gros, il est bijectif. C'est-à-dire que si on n'a qu'à contrôler les ondes dans une certaine tranche, les contrôles oscillent à la même fréquence. C'est bien sûr quelque chose de très utile d'un point de vue applicatif, parce qu'en pratique, souvent la propriété de contrôlabilité exacte qui dit que toutes données peuvent être contrôlées, ce n'est pas celle qu'on cherche. On est plutôt intéressé au contrôle d'une classe particulière des données initiales. Et Gilles et Belhacem démontrent que cela peut être fait et en outre que le contrôle reproduit un peu les mêmes propriétés, la même nature oscillatoire, fréquentielle que la donnée à contrôler. Il a aussi travaillé avec Jérôme Le Rousseau et Mathieu Leoto sur le contrôle des ondes couplées. Donc, c'est l'analyse microlocale pour des systèmes de type onde où la polarisation des ondes est suivie le long des rayons et qui permet
de, par exemple, contrôler un système moyennant des contrôles qui agissent que sur une composante. C'est quelque chose qui a été aussi beaucoup étudié dans le cadre des systèmes paraboliques à l'aide des inégalités de Karleman en cascade, mais qui, dans le cas des ondes, comme je viens de dire, nécessitent de l'analyse microlocale suivant la polarisation des singularités dans les différentes composantes du système le long des rayons. Il avait déjà travaillé aussi avec Bauri sur les écoulements eulériens et c'est en fait une des grandes classes de travail que Belacem a développé avec ses jeunes étudiants en Tunisie. Il a aussi travaillé sur l'éstabilisation des équations des ondes et des Schrödinger dans des domaines extérieurs. Hein. Il avait donc dit, d'accord, on sait faire la stabilisation de l'équation des ondes dans un domaine borné, pourquoi pas dans un domaine extérieur? Alors évidemment, on a les résultats de scattering. Les résultats de scattering disent, ah, mais le scattering ne marche pas, on n'a pas la bonne décroissance polynomiale s'il y a des rayons piégés. Ce que Belacem a démontré, c'est qu'on peut combiner les résultats de scattering et de stabilisation pour démontrer un scattering plus rapide à condition d'amortir justement les ondes qui sont piégées par l'obstacle non convexe. Donc la troisième raison pour être donc content d'être aujourd'hui avec vous, même de manière virtuelle, c'est le fait que je considère Belacem une excellente personne, un homme sage, une personne honnête, de pleine confiance. Et voilà, la photo la plus récente que j'ai trouvée avec lui, c'est celle qu'on a tirée avec Jean-Pierre Raymond dans la conférence qui a eu lieu il y a quelques semaines en honneur de Jean-Pierre et pour sa retraite. Alors, comme on est des bons amis, et donc il faut taquiner un peu Belacem, et qu'il a travaillé surtout sur l'équation des ondes, je vais vous faire un exposé sur l'équation de la chaleur au départ, pour ensuite revenir aux ondes, bien sûr. On va finir par la thématique préférée de Belacem, les ondes. Mais laissez-moi d'abord vous parler de l'équation de la chaleur, parce que ça va rapidement nous motiver des questions pour les ondes qui sont en soi un peu paradoxales. Alors, le problème pour l'équation de la chaleur, il est très naturel. On a l'équation de la chaleur dans un domaine grand oméga, avec conditions limites de Dirichlet pour simplifier les choses, coefficient constant, linéaire. Hein. Bien sûr, on pourrait faire des choses beaucoup plus compliquées, mais les idées seraient les mêmes. Et on a un contrôle, donc on a une source de chaleur qui agit sur un ensemble petit oméga des grands oméga. Et on considère les problèmes classiques de la contrôlabilité à zéro. Zéro, c'est une cible compatible avec les données de Dirichlet, une constante, c'est la solution la plus simple. Essayons de contrôler le système à cette cible en temps fini à l'aide d'un contrôle. Peut-on le faire? Alors la réponse est oui. En Inde, on savait que ceci était possible depuis les années 70, les travaux de Fattorini et Russell en utilisant des séries de Fourier non harmoniques, donc les problèmes de moment, etc. Ils ont même introduit la transmutation pour faire les liens entre les ondes et la chaleur dans ces contextes-là. Dans les années 90, ça a été d'une part Fursikov, Imanilov et de l'autre euh, Robiano et Lebo, qui ont démontré à l'aide des inégalités de Karleman que cela pouvait se faire en dimension quelconque. Alors, à peu près au même moment, Glowacki et Jacques Lilians ont fait une analyse exhaustive numérique du même problème et ils ont trouvé des contrôles pour la chaleur qui avaient cette allure. Vous voyez, ce sont des courbes que, alors que le temps évolue, plus on s'approche de l'instant final où la solution doit être menée à zéro, l'amplitude du contrôle augmente et les oscillations s'amplifient. Alors, ils se sont dit, et pourquoi cela est vrai? C'est un peu étonnant. On aurait pu imaginer, on aurait pu espérer que les contrôles décroissent vers zéro et au fur et à mesure que
la solution approche zéro. C'est d'ailleurs ce qui fait les stratégies de contrôle qui ont été développées aussi dyadiques par Lebo et Roviano. Or, eux, ils ont fait de l'analyse numérique pour calculer les contrôles des normes L2 minimales. Et ils ont trouvé ce comportement inattendu, un peu fractal, singulier vers la fin. Pourquoi? Alors la raison est très simple. Le contrôle des normes L2 minimales, il suffit d'écrire les équations d'Euler du problème de minimisation. C'est le système d'optimalité, le principe de Pontryagin. Le contrôle est donné comme la trace à l'ensemble petit oméga d'une solution du problème adjoint. Et le problème adjoint de l'équation de la chaleur évolue comme l'équation de la chaleur, mais au sens rétrograde du temps. Donc les solutions sont très grandes à la fin, grand T, et diminuent au fur et à mesure où le temps va de grand T vers zéro, ce qui correspond tout à fait à ce qu'on voit dans cette figure. Donc tout cela est vrai, mais quand même, ce n'est pas satisfaisant. Les contrôles oscillent, les solutions oscillent. Ces phénomènes s'amplifient lorsque l'horizon de temps de contrôle est de plus en plus petit, parce que pour des horizons de temps petits, le coût du contrôle de la chaleur augmente de manière exponentielle. La gaussienne est toujours la raison que tout résultat de contrôle de la chaleur est en soi de nature exponentielle par rapport aux tailles de constantes, de taille de contrôle, d'horizon de temps, etc. Et ceci n'est pas très convenable parce que si on pense à l'équation de la chaleur comme un modèle, par exemple, de dynamique des populations, on a besoin que la solution reste non négative. Or, avec ce type de contrôle, on n'aura jamais de solution non négative. Et donc, c'est un phénomène qu'on a constaté pour l'équation de la chaleur, mais évidemment que vous allez retrouver dans tout autre système de type réaction-diffusion. Alors, la première réaction peut-être des gens qui font du contrôle optimal va être de vous dire, oui d'accord, mais peut-être cela est une pathologie liée au fait que vous avez voulu arriver à l'instant final à zéro pile. Si vous faites peut-être du contrôle optimal, ça ne va pas arriver. En quoi ça consiste le problème de contrôle optimal? C'est-à-dire, voilà, je vais relaxer la cible égale à zéro, qui est toujours très technique et qui conduit donc à ces oscillations, et je vais me contenter de minimiser une fonctionnelle qui pénalise à la fois la taille du contrôle et la taille de la cible à l'instant final. D'accord? Et je pénalise ça avec une constante K éventuellement très grande. Si la constante K est très grande, cela va effectivement m'approcher du problème de contrôlabilité. D'accord? Peu importe, même si on fait ça, auquel cas, pour assurer l'existence du contrôle, qui évidemment dépend de K, de la constante de pénalisation, pour faire cela, il suffit d'appliquer la méthode directe de calcul des variations qui assure que toute fonction convexe, continue, coercive dans un univers, dans ces cas L2 de petit oméga croissant roté à un minimum, il suffit ça. Malgré ça, si on écrit à nouveau le système d'optimalité, on va constater qu'à nouveau, le contrôle, c'est une solution de l'équation adjointe, et donc a la même nature. On pourrait se dire, oui, d'accord, mais l'équation adjointe a aussi de belles solutions qui ne changent pas de signe. Oui, en effet. Mais quand on regarde les inégalités de Carleman, les résultats d'observabilité qu'elles donnent, et donc la classe des solutions de problèmes adjoints qu'on a besoin de considérer pour assurer la contrôlabilité à zéro, on constate que les données correspondantes sont dans une classe Fourier où les poids sont exponentiellement petits et qui donc, ça correspond à des solutions de l'équation adjointe qui peuvent avoir des coefficients de Fourier exponentiellement grands à haute fréquence, ce qui induit des oscillations très fortes. C'est donc un peu comme le contre-exemple de Tikhonov à l'unicité de l'équation de la chaleur. Donc, ce phénomène d'oscillation est intrinsèque, on ne peut pas échapper. On pourrait se dire, d'accord, mais peut-être qu'à nouveau, tout cela est parce que vous avez adopté des méthodologies pas optimales pour aboutir au contrôle non oscillatoire. Est-ce qu'on peut, par exemple, contrôler la chaleur avec des données non négatives? Et alors, la réponse est non. Si, par exemple, vous voulez éviter des oscillations tout en disant que le contrôle doit rester positif, je vous assure, ce n'est pas possible. Pourquoi?
parce qu'il y a les principes de comparaison. Et donc, si on applique un contrôle non négatif, la solution est plus grande y que z, qui est la solution du problème non contrôlé. La solution du problème non contrôlé tend vers zéro exponentiellement, mais elle n'arrive jamais à zéro en temps fini. Elle est toujours positive, et donc la solution du problème contrôlé ne fait qu'être encore plus positive. Donc, conclusion, on ne peut pas contrôler la chaleur à zéro avec des contrôles non négatifs. Si on veut contrôler à zéro, il faut que le contrôle soit oscillatoire et qui, en particulier, ait une partie non négative, négative non triviale. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut démontrer donc? C'est ce qu'on a fait dans un premier article en collaboration avec Jérôme Lehac et Emmanuel Trella, et ensuite dans un autre avec Dario Piguin, où on a fait élargir les résultats au canon linéaire et multi-D et d'équations de chaleur non nécessairement dissipatives. Alors, ce qu'on a démontré dans ces travaux dit la chose suivante. D'accord, on ne peut pas contrôler à zéro avec des contrôles négatifs. Donc, permettez-moi de relaxer un peu la contrainte au niveau du contrôle. Prendre des contrôles qui sont plus grands que moins delta. Delta très petit si vous voulez, mais donc un peu négatif, des contrôles un peu négatifs. Alors là, je vous assure, dans ces cas-là, on peut contrôler à zéro. Ceci dit, évidemment, dans la preuve, vous allez le voir, si delta est très petit, le temps qu'on va avoir besoin pour contrôler le système sous cette contrainte d'être plus grand que moins delta, unilatéral, va être très grand. D'autant delta est plus petit, d'autant grand T est plus grand. Et cela rejoint l'obstruction que nous avons vue, comme quoi, si la contrainte est zéro, à ce moment-là, le temps devient du coup infini. Quelle est la preuve? La preuve est très simple. Alors, en fait, on dit, comme il faut démontrer que le contrôle est plus grand que moins delta, et ça, je ne sais pas vraiment comment gérer, on va démontrer l'existence des contrôles qui sont plus petits que delta en norme et l'infini. Donc, du coup, le contrôle va être plus grand que moins delta et aussi plus petit que delta. Comment je fais ça? Deux étapes. Première étape, la première phase, dissipation. Donc, je mets contrôle égal à 0. D'accord? 0, donc, est plus grand que moins delta à une norme et l'infini plus petit que delta, aucun doute. C'est l'équation donc de la chaleur avec condition 0 au bord. La solution décroît de manière exponentielle. Au bout d'un temps, grand T moins 1, avec grand T grand, la solution sera donc très petite. À ce moment-là, dans l'intervalle de temps t moins delta, t moins 1, t de longueur de temps 1, je vais appliquer un résultat de contrôlabilité qui dit que je peux contrôler l'équation à 0 à partir de l'état auquel j'avais abouti qui était déjà très petit. Conclusion, le contrôle sera aussi très petit. Et si je veux que le contrôle soit plus petit que delta, il suffit que j'ai attendu dans la première étape assez longtemps pour que l'état en question soit suffisamment petit. Voilà donc la preuve. Donc, comme je vous ai dit, dissipativité d'abord et contrôlabilité ensuite, en utilisant cette inégalité qui rend plus précise la propriété de contrôle, qui dit qu'en temps 1, je peux contrôler l'équation de la chaleur avec une donnée dans L2, avec des contrôles qui sont dans C l'infini. Il faut travailler un peu pour avoir des contrôles à l'infini, mais ça s'est fait grâce à l'effet régularisant de l'équation de la chaleur, et avec une constante de proportionnalité C étoile. Donc, si vous voulez que U soit plus petit que delta, il suffit que C étoile fois la donnée à contrôler soit plus petit que delta, et pour cela, il suffit que le temps d'attente soit assez grand. D'accord? Alors, mais cette preuve a besoin de dissipativité. Alors, si j'avais par exemple une équation de la chaleur avec un potentiel négatif qui engendre des solutions instables en temps, cette démarche ne marcherait pas. Le fait de ne rien faire, dans les cas d'instabilité, ne conduit pas vers zéro. Donc, dans ce cas, je ne vais pas appliquer la démarche que je viens de présenter. Il y a une deuxième qui avait déjà été introduite, pas dans les contextes de contrôle avec contrainte, mais qui nous sert, c'est le contrôle quasi-statique qui avait été introduit par Coron et Trella. Alors l'idée est la suivante. Cette fois-ci,
on ne va pas essayer de contrôler toute donnée à zéro, on va essayer de contrôler le système d'un état d'équilibre à un autre. Par exemple, 0, c'est bien un état d'équilibre, c'est celui qui correspond au contrôle 0, n'est-ce pas? Voilà. Donc, de manière générale, je me pose la question, puis-je contrôler le système d'un état d'équilibre à l'autre? Et la réponse est, en principe, oui, mais il faut faire attention aux contraintes, bien sûr. Comment on le fait? En suivant un argument de type Coron et Trela, que nous savons donc remanier pour adapter au cas des contraintes. L'argument est très simple, on dit on a un état d'équilibre Y0 initial associé au contrôle U0 et on a un état d'équilibre final Y1 associé au contrôle U1. U0 et U1, je peux le joindre par un segment convexe. Je prends la ligne qui joint U0 et U1. Et en résolvant l'équation de Laplace correspondante, j'ai un schéma, une ligne droite d'état d'équilibre qui joint Y0 et Y1. Donc, j'ai un schéma. J'ai déjà donc la carte, d'accord, avec un schéma qui indique comment Y0 est connecté à Y1. Il suffit donc ensuite que je commence à marcher et je le fasse soigneusement pour passer de Y0 à Y1 en utilisant l'argument final qui permet de contrôler avec des contrôles de petite amplitude dans des pas de taille 1, d'accord? Et en faisant cela de manière soigneuse, je peux assurer par exemple que si la cible correspond à un contrôle qui est plus grand que mu, comme j'ai droit à des oscillations entre mu et 0 petites mais non négligeables, non nulles, alors je peux contrôler un temps assez long. Donc voilà une deuxième preuve qui cette fois-ci n'utilise pas la dissipativité et qui permet de contrôler d'un état d'équilibre à un autre avec des contraintes de positivité, à condition bien sûr que la cible soit compatible avec cette positivité et donc soit soutenue par un contrôle strictement positif. De toute façon, on pourrait toujours dire, oh, d'accord, mais vous savez démontrer la contrôlabilité avec contrainte, mais le temps que vous savez utiliser est énorme. Dans un argument et dans l'autre, vous avez attendu vraiment très longtemps pour pouvoir achever votre démonstration. Est-il nécessaire? On pourrait penser que, étant donné que l'équation de la chaleur a une vitesse infinie de propagation, on devrait pouvoir passer de l'un à l'autre, même avec des contraintes, mais en un temps arbitrairement petit. Et la réponse est non. On ne peut pas le faire. Dès qu'on impose des contraintes unilatérales sur le contrôle, d'accord, et même si on permet des oscillations dans l'autre direction qui sont arbitrairement grandes, le temps de contrôle nécessairement devient plus grand qu'un temps critique. Quelle est la preuve de ce phénomène inattendu? Voilà, je vous la présente dans un cas simple où Y0, la donnée initiale est 0, et la cible est une cible positive. Ça peut être la constante égale à 1 si vous voulez, Y1 égale à 1. Et le contrôle, on l'applique au bord parce qu'on voit mieux dans la démonstration, mais le principe est le même dans le cas général, est non négatif. Et on multiplie par un état adjoint, phi. On intègre par partie et on a une belle identité qui dit que l'intégrale en temps grand T de la cible fois l'état adjoint phi t, plus l'intégrale le long du bord pendant l'intervalle de temps contrôlé du contrôle fois la dérivée normale de la solution est égale à 0. Une belle identité. Comment on s'en sert? Alors voilà l'identité à nouveau. Alors maintenant je dis, d'accord, U est non négative et Y1 est positive. La cible est positive. Je vais donc prendre une donnée initiale pour l'état adjoint comme ici en bas, qui est donc négative dans la plupart de l'intervalle, de manière à ce que l'intégrale de Y1 et phi t soit négative. Ça, c'est tout à fait possible. Mais cela me permet de corriger un peu cet état phi t de manière à ce qu'au bord, elle devienne positive. Ça va peu contribuer à l'intégrale en question, qui va rester donc négative, mais qui va avoir une dérivée normale négative au bord.
À ce moment-là, négative plus intégrale au bord de u positive fois dérivée normale négative, négative plus négative égale à 0, donc contradiction. Alors, qu'est-ce que ça montre, cette contradiction? Cette contradiction montre qu'on ne peut pas aboutir de 0 à y1 avec des contrôles positifs tant qu'il y ait des solutions comme ceci qui gardent une dérivée normale négative au bord. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le temps augmente? Bien sûr, si vous dessinez la solution de l'équation adjointe à laquelle une donnée ainsi donne lieu, vous voyez que le fait que la solution soit plus négative que positive s'impose en temps fini. Au bout d'un moment, la solution est négative partout. La dérivée normale n'est plus négative, mais devient donc positive. Et à ce moment-là, la contradiction s'évanouit. Donc, cet argument vous permet de démontrer l'existence d'un temps minimum de contrôle avec des contraintes. D'ailleurs, c'est un problème très joli, même en multi-D, ça serait un problème très joli d'essayer de trouver des solutions du problème adjoint un peu de cette nature, permettant d'optimiser le temps minimum, les estimes sur le temps minimum de contrôle en employant en construisant des solutions phi qui peuvent rester de cette nature le plus longtemps possible. Au fait, une deuxième remarque, donc on a démontré que l'équation de la chaleur avec contrainte est contrôlable en temps très long. On a démontré que c'était min est nécessairement positif, donc il y a un temps minimal qui est positif et bien défini. Et dans ce temps minimal, on peut démontrer l'existence d'un contrôle mesure. Pourquoi mesure et pas un contrôle L2, l'infini, L1 ou régulier? La raison est la suivante. Quand on essaie d'approcher l'état minimal, en employant exactement la même identité de dualité, mais cette fois-ci en s'appuyant sur la fonction test associée à la solution de l'équation de la chaleur avec une donnée, donc la première fonction propre de Fourier, du Laplacien, étant donné que cette fonction propre a une dérivée normale et strictement négative, à ce moment-là, cela nous donne une estimation élan. Cette intégrale étant fixée, quand on approche vers le temps minimal, on a une estimation élan sur le contrôle quand on approche au temps minimal. Donc, comme point d'accumulation, comme limite de ce processus, on a un contrôle mesure. Donc voilà à nouveau un résultat un peu surprenant. L'équation de la chaleur a déjà un temps d'attente, et dans le temps minimal, le contrôle qui existe en temps minimal est une mesure non négative. Est-il vraiment une mesure ou c'est juste une question purement technique? Alors, dans notre travail avec Jérôme et Emmanuel, pour tester cela, on a fait des simulations numériques à l'aide de IPOpt, donc Interior Penalty Optimization, c'est un software d'optimisation numérique d'utilisation libre. On a discrétisé l'équation en différence finie à une dimension d'espace et on s'est posé la question, voyons qu'est-ce qu'il dit IPOpt sur le temps minimum de contrôle pour passer de la donnée initiale 5 à la cible 1. Il s'agit donc de refroidir la chambre de 5 à 1 degré en temps minimal, mais avec des contrôles qui sont toujours non négatifs. Donc, on ne peut pas injecter du froid. D'accord? Voilà. Alors, on a lancé la simulation et voilà ce qu'on a constaté. Vous voyez ici en haut l'état en t égale à 0 qui vaut 5 et qu'on veut rebaisser à 1. On a trouvé un temps qui est de l'ordre de 0,16 dans un intervalle de longueur 1. Le contrôle est appliqué au bord, l'état initial, l'état final étant pair, les contrôles sont pairs, donc il n'y a qu'un contrôle au bord qui est le même à gauche et à droite. Et voilà ce qu'on a trouvé. On a trouvé que le contrôle a l'air d'être 0 presque tous les temps. Et il s'active que quelquefois, de manière très éparse et de manière très concentrée, très aiguë. D'accord? Voilà la simulation. On met 0 au bord. Et comme on met 0 au bord, c'est la dissipativité de la chaleur qui joue. La taille de la solution commence à diminuer. On passe de 5 à 4, à 3, à 2. Et au bout d'un moment, le max de la solution va commencer à approcher la barre de 1, qui était la cible. Et c'est à ce moment-là que
le contrôle va agir pour la première fois. Jusque-là, c'était le contrôle juste zéro. C'est à partir de ce moment-là où le contrôle s'active. Et voilà, on injecte une masse de chaleur énorme par les bords de manière très concentrée instantanément. Cela, par diffusion, induit à nouveau un réchauffement de l'intérieur. Mais ensuite, en répétant ce processus, on voit qu'au fur et à mesure, on approche 1 et on finit par remplir les trous du bord pour que la solution atteigne en temps fini la cible 1 considérée. On a fait les mêmes exos pour passer de 1 à 5, d'accord? On pourrait penser, c'est là où ça devient un peu paradoxal. On a droit à utiliser des contrôles non négatifs et on pourrait se dire, bon, alors, si je chauffe très vite, alors je vais pouvoir aller de 1 à 5 très très vite aussi. Non. La preuve que nous avons montrée tout à l'heure montre bien qu'il y a un temps d'attente. Et effectivement, IPO nous dit, effectivement, le temps d'attente est de l'ordre de 0,02. Quelle est la meilleure stratégie que l'algo numérique trouve et qui est d'ailleurs très naturelle? Cette fois-ci, on veut passer de 1 à 5. Donc, cette fois-ci, je ne peux pas attendre. Je ne dois pas attendre. Si je mets 0 au bord, la solution va diminuer. Je vais augmenter immédiatement. Alors, ce que je vais faire, je vais injecter immédiatement une masse de chaleur très forte. Et cela va augmenter la température à l'intérieur. Je vais ensuite à nouveau laisser couler le temps sans action, ça va refroidir à nouveau, et à nouveau, comme le cas précédent, il va falloir ajuster la température au bord avec des kicks, avec de contrôle très concentrés, de manière consécutive pour aboutir au temps final. Et voilà la vidéo cette fois. Contrôle énorme au bord, la masse de chaleur injectée dans les domaines, elle est diffusée. On commence à approcher 5, mais pas assez, et donc on injecte, on injecte, on injecte jusqu'à ce qu'on arrive à 5. Alors, ces simulations suggèrent qu'au fait, le contrôle en question, c'est un contrôle qui est juste la combinaison d'un nombre dénombrable de masses de Dirac qui s'accumulent vers la fin. Et donc, on pourrait se dire, voilà, à une dimension d'espace, ça devrait être jouable. Il s'agit donc de trouver des fonctions égales à gauche et à droite, un seul contrôle reproduit à gauche et à droite, ut, qui est la combinaison des masses mj positives multipliant les masses de Dirac localisées dans des instants tau j stratégiques, de manière à ce qu'en temps minimal, on passe d'une donnée à l'autre. Alors, si on écrit cela en Fourier, P étant le coefficient de Fourier, on voit qu'il s'agit de trouver les tau j, les grands T minimal et les mj qui font que cette identité avec y0 la donnée initiale et y1 la cible soit satisfaite pour tout P à la fois. Franchement, ce n'est pas comme Fermat disait au sujet du principe de réfraction de Fermat. J'avoue que ce problème n'est pas un des plus simples. Au fait, dans un travail qu'on mène en ce moment et qu'on va bientôt finir avec Jérôme Loéac et Emmanuel Trella, on considère ces problèmes en dimension finie. Et en dimension finie, on voit qu'effectivement ce qu'on dit ici est vrai, mais dans le cas de l'équation de la chaleur, on a du mal à compléter l'argument et bien comprendre comment l'accumulation de ces masses de Dirac s'est produite vers la fin, à l'instant final, d'accord? Et cela est fortement lié à la nature très complexe des états adjoints qu'on doit manipuler, que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ont besoin de données qui ont des coefficients de Fourier exponentiellement grands, donc fortement oscillants. Voilà donc ce qu'on a appris sur l'équation de la chaleur. Alors, après avoir entendu l'équation de la chaleur, peut-être que vous croyez encore que ce qu'on a démontré, c'est lié un peu au phénomène de comparaison, le principe du maximum qui dit quand même que pour des contrôles positifs, les solutions sont positives. Ou peut-être lié au fait que l'équation de la chaleur a une vitesse de propagation arbitrairement petite et que donc elle
elle est contrôlable en temps t quelconque. Au fait, non. De manière surprenante, le même résultat est vrai pour l'équation des ondes. Donc en particulier, c'est ce qu'on a fait avec Dario Piguin dans les proceedings pour les 60 ans de Pierre-Marco Canarsa. Ce qu'on a démontré, c'est que maintenant, si on considère l'équation des ondes, par exemple avec contrôle au bord, et on se donne un état initial et un état final d'équilibre, qui sont supportés par des conditions de limite de contrôle positif au bord, alors on peut passer de l'une à l'autre avec des contrôles qui sont non négatifs. Quelle est la preuve? Cette fois-ci, on n'a pas de dissipativité, donc la première preuve ne marche pas. Il faut que ça soit la deuxième preuve. Et au fait, la deuxième preuve, elle marche. On peut passer peu à peu, doucement, d'un état d'équilibre à l'autre en faisant de petits pas, de petites amplitudes. La seule différence, cette fois-ci, dans l'équation des ondes par rapport à l'équation de la chaleur, c'est que cette fois-ci, dans chaque pas, je vais utiliser un résultat de contrôlabilité de l'équation des ondes, et donc il va falloir que le temps soit plus grand que le temps géométrique. Donc le temps que je vais aboutir à avoir qui est fini, et ça c'est démontré, va être énorme parce qu'il va reproduire une fois et une autre, mais toujours un nombre fini de fois qui est lié à la distance entre mu, donc la taille du contrôle qui soutient la cible, et la contrainte égale à 0. On va reproduire un nombre fini de fois le temps minimal de contrôle de l'équation des ondes, d'accord, qui est un temps de type géométrique, d'accord, donc lié à la dynamique microlocale. Donc c'est un temps très grand, mais, remarque intéressante, fini à nouveau. Ce qu'on n'a pas du tout bien compris encore, c'est quel est le temps minimal dans ces cas. Et en particulier, si on peut, d'une certaine manière, contrôler l'équation des ondes avec des contrôles non négatifs en temps minimal. Évidemment, dans le cas de la chaleur, comme vous avez vu, l'utilisation des fonctions test, et en particulier les fonctions test associées à la première fonction propre du Laplacien, qui reste toujours positive, solution du problème adjoint, sont très importantes. Évidemment, dans le cas de l'équation des ondes, on perd la positivité de cet état adjoint, et donc il est plus difficile de trouver des multiplicateurs de cet état adjoint permettant de trouver des estimations pour le temps minimal de contrôle. Cela d'ailleurs me conduit à une question qui est en soi complètement ouverte aussi, à mon avis, qui est quel est le temps minimal pour contrôler l'équation des ondes d'un état d'équilibre à l'autre? Alors, dans les cas classiques, dans les contextes classiques où on veut démontrer la contrôlabilité des ondes, donc la possibilité de contrôler tout le monde dans tout le monde, on sait que le temps minimal est le temps géométrique, du contrôle géométrique, microlocal. Mais cette fois-ci, je m'intéresse au temps qu'il faut pour passer d'une donnée spécifique à une autre. Et ce temps-là, évidemment, peut être bien plus petit que le temps de contrôle géométrique. Or, on ne sait pas les caractériser. Et donc, à cause de cela, tous les efforts qu'on a faits, en particulier avec Aurora Marica et Sylvain Hervedosa, pour construire des méthodes numériques qui sont capables de reproduire la contrôlabilité des ondes, certes, on y arrive en faisant du calcul microlocal numérique, mais pour aboutir au temps de contrôle géométrique. Jamais pour avoir le temps minimal de contrôle associé à une paire donnée initiale cible. De là que, même d'un point de vue numérique, pour l'équation des ondes avec contrainte, il y ait beaucoup de choses à faire. Voilà donc le résumé de ce que je vous ai raconté. Pour les problèmes paraboliques et pour les problèmes des ondes, on peut démontrer de la contrôlabilité avec des contrôles unilatérales, avec des contraintes unilatérales sur le contrôle. Cela a besoin dans nos arguments d'un temps de contrôle très grand. Dans le cas de la chaleur, on sait que ce temps minimal est indispensable et on peut constater de manière numérique, computationnelle, que le contrôle en temps minimal semble être une accumulation d'un nombre dénombrable de masses de Dirac, mais
on ne sait pas les démontrer de manière analytique complète, d'accord? Et d'une autre part, la nature du problème de contrôle en temps minimal pour les ondes sous contrainte est fortement ouvert. Alors pour conclure, juste afficher l'attention sur deux problèmes types qui découlent de ce qu'on a dit. Donc je dirais qu'il y a deux problèmes fondamentaux qui font suite à ce que nous avons fait. Le premier, c'est au niveau chaleur. Au niveau chaleur, comme je viens de dire, comprendre bien la nature des contrôles de type d'Irak. Et le deuxième problème, c'est dans les cas des ondes, essayer de comprendre la nature de contrôle dans un temps minimal où, en principe, il n'y a pas forcément nécessité que ce soit des contrôles de type d'Irak. Il pourrait y avoir aussi des arcs de continuité oscillatoire. Avec ceci, donc, je termine mon exposé. Bien sûr, féliciter Belazem pour une carrière riche. Il a beaucoup influencé les mathématiques, l'analyse des DP en Tunisie et aussi très important, la perception internationale que beaucoup d'autres nous avons sur les mathématiques en Tunisie et aussi sur la richesse, la beauté du pays et de ses gens. Je veux donc remercier Bellasem de manière sincère pour tant d'années d'amitié intelligente. Ceci dit, il faut aussi que je vous raconte une chose, mais à ne pas répéter. C'est que quand j'ai montré ces slides à un collègue qui connaît bien Bellasem et moi-même, il m'a dit oui, mais fais attention parce que l'intelligence est celle des Najwa. Bellasem, ce n'est qu'un porte-parole. Bon, je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas, merci Najwa, merci Bellasem pour toutes ces années d'amitié qui évidemment étaient extensives à nos familles. Félicitations aussi de la part de Magali, de Oyane et de Ainara. Et bien sûr, Bellasem, comment oublier la première fois que tu m'as invité en Tunisie? Je ne sais pas quand, mais c'était sans doute avant 2003, parce que notre papier est paru en 2003. Mais je me souviens très bien de cette semaine à la Marsa et nos randonnées et nos cafés dans les bistrots de Tunis. Merci encore. À très bientôt. Santé et bonne continuation. Amitié.